Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons corriger un exercice que vous allez trouver sur le site de la PSIM. Donc vous allez sur Documents, vous trouverez sur Documents MP-PSI, donc vous le trouvez sur MP-PSI, ensuite vous chercherez sur le chapitre cinétique, donc vous trouverez 10 publications, parmi lesquelles vous allez trouver le radar Cirrus. Il y a aussi d'autres contributions de nos collègues de sciences industrielles qu'on remercie beaucoup pour avoir enrichi le site avec des articles intéressants pour les élèves. Voilà, donc vous allez le trouver en bas, voilà. Après index corrigé, vous trouverez, voilà, cinétique. Système de détection et de poursuite Cirrus. Donc l'objectif c'est rechercher un moment d'inertie de ce radar par rapport à son axe de rotation. Voilà, donc vous allez le télécharger. Ensuite, une fois vous aurez fini de le travailler, vous pouvez voir cette vidéo. Donc vous arrêtez la vidéo en attendant de le faire. Voilà, donc ce radar est utilisé pour la détection sur les bateaux. Il n'envoie pas des ondes, par contre il utilise un signal thermique. Alors, le radar est constitué de 4 solides, 2 identiques, 2 cylindres en bleu identiques, un cylindre en rouge et un parallépipède en jaune. Alors par rapport au repère O, X, Y, Z, donc on vous demande de trouver la position du centre de gravité. Ce qui veut dire que vous allez d'abord étudier la symétrie. Alors comme ce radar présente deux plans de symétrie O, X, Y et O, Y, Z, cela veut dire que j'appartiens à la fois à O, X, Y et à O, Y, Z. Et donc finalement il appartient à l'intersection des deux qui est O, Y. Et comme il appartient au Y, X, G et ZG sont donc nuls. Et nous ne sommes censés chercher que le YG. Voilà, donc XG égale à 0, ZG égale à 0. Alors, pour trouver YG, donc nous allons utiliser la formule OGM, la masse totale, est égale à la somme des OGI-MI. On connaît la masse de chacune des pièces et on peut connaître la position des centres de gravité de chacune des pièces constituant le radar. Et donc nous allons utiliser cette formule, mais uniquement par rapport à Y, puisqu'on sait déjà que XG et ZG sont nuls. Donc cette formule, une fois projetée sur Y, va nous permettre de localiser la position par rapport à Y du centre de gravité de l'ensemble. Alors pour trouver la position YG, il faut chercher les projections aussi de OG1, OG2, OG3, OGP par rapport à Y. Et donc nous allons travailler sur une figure plane, soit dans le plan XY ou dans le plan YZ. Alors comme dans le plan YZ ça serait un peu compliqué puisque les centres de gravité vont se confondre, il est préférable d'utiliser la vue par rapport à XY. Voilà, donc la formule YG c'est 1 sur la masse totale qui est la somme des masses fois YG1 plus YG2 fois MC, puisque les deux cylindres C1 et C2 sont de même masse, plus YG3M plus YGP-MP. Voilà, maintenant, avant de trouver les YG1, YG2, YG3, YGP, il vaut mieux les représenter. Pour les trouver, justement, pour les trouver, il faut les représenter. Alors, par rapport à Y, nous allons chercher les positions des centres de gravité en utilisant la cotation fournie par le document. Donc, sur le document, vous trouverez toutes les cotes nécessaires pour localiser les centres de gravité. Voilà, donc on représente les centres de gravité G1, G2, G3 et GP. Donc c'est le milieu. Par exemple, pour le parallépipède, c'est l'intersection des diagonales. Pour la forme cylindrique, c'est à la moitié de la hauteur. Pour les autres cylindres, c'est au centre. Alors, première constatation, le YG2, YGP
et YG1 sont identiques, ils sont sur le même niveau. Voilà, c'est la distance H, hauteur du cylindre C3, plus le rayon extérieur du cylindre C1, RE. Tandis que le centre de gravité G3 est situé à la moitié de la hauteur H. Donc YG égale 1 sur la masse totale. YG1, YG2 et YGP sont identiques. On peut donc mettre en facteur, si vous voulez, YG3 ou YG1, plutôt YGP ou YG1 ou YG2. Donc H plus RE, facteur de 2MC pour les premières. Pour le YG3, c'est la moitié de la hauteur, H sur 2. Voilà. Donc c'est H sur 2 fois la masse M du cylindre C3, plus, comme on a dit, YGP, c'est aussi H plus RE fois MP. Voici donc la formule qui permet de déterminer le centre de gravité du cylindre, de l'ensemble radar constitué des cylindres C1, C2, C3 et du parallélépipède P. Avec la masse M égale à 2 fois la masse MC, comme les deux cylindres sont identiques, plus la masse du cylindre MC3, plus la masse du parallélépipède P, MP. Donc XG égale à 0, ZG égale à 0, et YG c'est 1 sur 2MC plus M plus MP, facteur 2, et là on peut mettre en facteur H plus RE, voilà, facteur de 2MC plus MP plus H sur 2 M. Voilà, donc fini pour la question du centre de gravité. On passe à la question suivante qui s'intéresse à la forme de la matrice d'inertie de l'ensemble au point O. Donc on cherche la matrice d'inertie au point O. On va exploiter le fait qu'au point O, nous avons deux plans de symétrie. On les a cités tout à l'heure quand on cherchait le centre de gravité. C'est les plans O, X, Y et O, Y, Z. Voilà, donc la matrice au début quand elle a été donnée, elle est complète, c'est-à-dire avec les 6 termes. Maintenant, avec les deux plans de symétrie, en premier plan, celui-là, c'est le plan parallèle à O, Y, Z et l'autre parallèle à O, X, Y. L'intersection de ces deux plans, comme on a dit tout à l'heure, est l'axe OY. Donc deux plans de symétrie, comme vous avez vu dans le cours, si un solide possède deux plans de symétrie, sa matrice est automatiquement diagonale. Donc on peut annuler les termes D, E et F. Voilà. Donc on reprend ce qu'on avait fait tout à l'heure. OXY et OYZ, deux plans de symétrie, implique D égale à E, égale à F, égale à 0. Voilà. Et donc notre matrice est diagonale. Et on s'intéresse spécialement par rapport à ce corps, on s'intéresse uniquement, vu que le radar va tourner par rapport au Y, on s'intéresse uniquement à un seul moment d'inertie, c'est le moment B. Donc pour pouvoir calculer le B, toutes les questions qui viennent après, c'est justement pour pouvoir calculer le B, en recherchant les différents moments d'inertie des différents solides constituant le radar, et en retrouvant ces moments d'inertie par rapport à OY, à l'axe OY. Voilà, donc ce qui nous intéresse pour la suite, c'est retrouver le B en utilisant les différents éléments de ce radar. Bon, pour le cylindre C1, donc un cylindre creux de rayon extérieur RE, de rayon intérieur RI. Bon, excusez un peu la qualité des dessins, pas encore habitué à la tablette graphique. Donc deux centres de gravité G1. Et constater l'axe de révolution, c'est G1Z. Et la hauteur du cylindre par rapport à la cotation, c'est la distance 2R. Voilà. Les rayons, comme on a dit tout à l'heure, c'est R intérieur et R extérieur. Donc la question posée
par rapport au cylindre, normalement, l'objectif c'est de trouver le moment d'inertie de ce cylindre-là par rapport à OY. Et pour le trouver, il faut d'abord passer par le moment d'inertie par rapport à G1Y. Et ça ne peut venir que de la matrice d'inertie d'abord au point G1. Donc la matrice d'inertie au point G1 du cylindre C1 s'écrit sous la forme de A1, A1, C1 comme G1Z est un axe de révolution. Voilà. Vous avez vu dans le cours que vous pouvez écrire la base sous forme de tiret-Z, c'est-à-dire n'importe quelle base est acceptable à condition que Z y appartient. Donc GZ, c'est un axe de révolution. C'est la justification qu'on devrait mettre après avoir écrit la matrice sous forme de A1, A1, C1 et annuler les termes D1, E1 et F1. Voilà. Maintenant, on veut le moment d'inertie par rapport à OY du cylindre C1. Comme on connaît la matrice en G1, donc c'est le moment d'inertie par rapport à G1 du cylindre C1, G1Y, plus on utilise Huygens uniquement pour le terme B. Donc c'est la masse du cylindre, MC. Et entre parenthèses, on va mettre la somme au carré de deux composants du vecteur OG1, lesquels, puisqu'on cherche le deuxième terme de la matrice, donc on prendra le premier et le dernier du vecteur OG1. Alors, au G1, on avait dit qu'on n'a pas besoin du deuxième, donc on le barre, il est sans objet, bon, même s'il existe, on ne l'utilisera pas pour cette formule. Et les deux autres qui restent, c'est L sur 2 plus RE par rapport à X, et 0 par rapport à Z. Donc c'est L sur 2 plus RE au carré, plus 0 au carré. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Voilà, donc ça c'est le premier et le dernier. C'est pour ça qu'on n'a pas pris le second en considération. Maintenant, il nous faut le I du cylindre C1 par rapport à G1Y pour pouvoir retrouver le I C1 par rapport au Y. Normalement, on dispose d'une annexe du cours qui contient toutes les matrices d'inertie des formes usuelles. Donc, je parle d'un cylindre plein, d'un parallélépipède, d'une sphère. Et donc, on se demande comment trouver la matrice d'inertie d'un cylindre creux. Je pense que j'avais déjà traité ça dans une autre vidéo où j'avais expliqué comment depuis la matrice d'inertie d'un cylindre plein, on peut retrouver celle d'un creux. Donc, on refait la même chose exactement. Le cylindre plein est un cylindre réalisable par deux cylindres. Le cylindre creux est un cylindre réalisable par deux cylindres pleins, soustraction. Deux rayons RE et RI. Donc, ce qui est en commun entre les trois cylindres, c'est la masse volumique, c'est-à-dire même matière, et la hauteur ou la longueur du cylindre. Donc, la hauteur du cylindre, ils ont la même longueur 2R. Et donc, si on cherche IC1G1Y, donc c'est pour nous, au niveau de la matrice, c'est le B, donc c'est BE moins BI, c'est-à-dire le B du cylindre de rayon RE moins le B du cylindre de rayon RI. Et si vous revenez aux annexes du cours, vous trouverez que le B c'est ME RE au carré sur 4 plus ME, la longueur, d'ailleurs la hauteur du cylindre au carré sur 12. Pareil pour le cylindre de rayon RI, ce qui va changer c'est la masse et le rayon RI. Par contre, la hauteur est la même, 2R au carré, voilà, sur 12. Alors, pour répondre à cette question, il faut surtout traiter ces deux éléments d'abord, puisque on peut les réaliser en une seule étape. On peut résoudre ça en une seule étape. On peut mettre en facteur le 2RE au carré sur 12. Et on aura entre parenthèses ME moins MI. Et on sait que ME moins MI, c'est la masse MC. Voilà. Simplification de 2RE au carré sur 12. Donc ça serait 2R plutôt sur 12. 4R carré sur 12, ça fait MCR carré sur 3. Maintenant, pour les deux qui restent, pour ces deux-là, il faut, pour se débarrasser des masses ME et MI, nous sommes obligés de remplacer les masses par les masses volumiques et les volumes. Donc ME, c'est ρ fois VE, et MI, c'est ρ fois VI. Ensuite, on remplace les volumes par leur valeur. On sait que le volume d'un cylindre, c'est le rayon au carré fois pi fois la hauteur. Donc,
On met en facteur ρ sur 4 par exemple, pour faciliter les calculs, et on remplace VE par sa valeur qui est le rayon RE au carré fois pi fois la hauteur du cylindre, c'est-à-dire 2R. Bien sûr, il reste un RE au carré, moins, on remplace VI par sa valeur, c'est encore un rayon RI au carré fois pi fois la hauteur de R, fois le rayon RI au carré. Ensuite, on peut... Voilà, donc ça c'est les volumes VE et VI. Ça va nous permettre plus tard de remplacer la roue par la masse sur le volume. Et le volume, c'est la différence des deux volumes, c'est-à-dire VE moins VI. Et donc on peut faire sortir pi 2R et mettre en facteur RE au carré moins RI au carré. En haut, on peut faire encore sortir pi fois 2R. Simplification de tout ce qu'on peut simplifier. Donc on peut simplifier pi 2R. On peut également simplifier RE4 moins RI4 sur RE carré moins RI carré. Ce qui nous donne MC sur 4 RE au carré plus RI au carré. Donc I du cylindre C1 par rapport à G1Y, c'est la somme des deux termes qu'on vient de calculer, c'est-à-dire ce terme-là, MC sur 4 RE au carré plus RI au carré, plus le terme qu'on avait calculé tout à l'heure, MC sur 3, voilà, R au carré. Et donc, le moment d'inertie par rapport à O, Y du cylindre C1, voilà, c'est la somme de G1Y avec le terme qu'on a trouvé tout à l'heure en utilisant Huygens. Plus MC L sur 2 plus RE au carré. Voilà, donc voici le moment d'inertie du cylindre C1 par rapport à OY. Maintenant, si on s'intéresse au cylindre C2, une question, c'est, je pense, juste après la question parle d'un cylindre C2 identique au cylindre C1. On se demande si on peut déduire de ce calcul le moment d'inertie par rapport au cylindre C2. Alors, si vous avez remarqué dans le dessin, la différence entre C1 et C2, c'est juste au niveau de la position de G1 et G2. Par contre, si vous parlez du moment d'inertie du cylindre C2 par rapport à G2Y, c'est exactement la même chose. Ils sont identiques, ils ont la même masse, même rayon. Il suffit de remplacer G2 par G1. Et pour Huygens, qu'on avait fait, la différence c'est que le G2 est situé du côté négatif par rapport à O. Donc c'est moins L sur 2 moins RE. Et donc si vous faites Huygens, vous allez mettre au carré et ça ne serait pas différent. Donc on se souvient de Huygens, B c'est BG plus MA carré C carré avec A et C, c'est les coordonnées au G2 suivant X et suivant Z. Donc comme c'est négatif et que l'on met au carré, ça ne changerait rien par rapport au calcul du cylindre C1. Donc c'est exactement la même chose que le cylindre C1. Donc IC2 au Y, c'est égal à IC1 au Y. Voilà, après nous allons passer à un autre calcul, celui du cylindre C3, le cylindre vertical C3. Donc c'est un cylindre de centre de gravité G3, d'axe G3Y, son axe est vertical, donc c'est la verticale. Le point O, centre de la base, est situé à une distance h sur 2 par rapport à G, le centre de gravité de ce cylindre. Donc la première question, c'est de trouver la matrice d'inertie de ce cylindre. Bien sûr, vous allez toujours comparer avec les annexes du cours. Et vous allez trouver que la différence, c'est que c'est un cylindre qui n'est pas par rapport à Z. Bon, généralement, les annexes, ça donne un cylindre d'axe OZ ou GZ.
voilà, de hauteur h, de rayon grand R. Alors la matrice d'inertie de ce cylindre va s'écrire sous la forme suivante. Alors, I en G3 du cylindre C3. Alors comme G3Y est un axe de révolution du cylindre, bon, ça se traduit sur la matrice par une égalité de deux termes, bien sûr matrice diagonale avec égalité de deux termes sur la diagonale. Donc D3 égale à E3 égale à 0, matrice diagonale. D3 égale à E3 égale à F3 égale à 0. Et A3 égale à C3. Alors, comme l'axe de révolution c'est Y. Donc on se souvient que dans le cours, si vous avez détecté la direction de l'axe de révolution, vous n'avez qu'à dire que le terme qui est par rapport à cet axe est différent des autres et les autres ils sont identiques. Et c'est tiré Y tiré. Voilà. Donc n'importe quelle base contenant Y est acceptable pour cette matrice. Et bien sûr, comme on est en train de faire tourner le radar par rapport à OY, on s'intéresse au moment d'inertie par rapport à Y, qu'on va retrouver en passant par le moment d'inertie par rapport à G3Y. Alors, ce moment d'inertie par rapport à G3Y, vous lui ajoutez une valeur, donc en utilisant Huygens encore une fois. Voilà, deux valeurs que vous allez ajouter, lesquelles, bon, ça dépendrait de quoi? Du vecteur au G3, entre le point O où vous voulez le calcul du moment et le point G3 où vous le connaissez. Comme c'est le deuxième que vous calculez, vous ne prenez pas la deuxième, donc prenez la première et la dernière. Et comme la première et la dernière sont nulles, donc vous n'allez pas changer de moment d'inertie, c'est le même. Donc I C3 OY, c'est I C3 G3Y. Voilà, et IG3Y, on peut le récupérer depuis la matrice des annexes. C'est M R carré sur 2 en général. Donc, à un moment d'inertie, c'est la masse fois le rayon au carré sur 2. Et celui de ce cylindre par rapport au point O aussi, c'est M3 R carré sur 2. Alors, pour la dernière forme, le parallélépipède. Alors, ce parallélépipède est coté sur les deux vues. Bon, pour pouvoir retrouver les côtes, il suffit de bien faire, de bien lire les deux vues, la vue de normale Z et de normale X. Et on sait que la matrice d'inertie d'un parallélépipède est diagonale puisqu'il possède trois plans de symétrie. Donc, comme il possède trois plans de symétrie, c'est pas la peine de les citer. C'est les trois plans qui existent par rapport au centre de gravité GP. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est regarder sur le dessin et récupérer toutes les côtes du parallélépipède. Donc cette distance-là, c'est L, donc la longueur, parallèlement à X. Parallèlement à Z, c'est 2R. Parallèlement à Y, c'est 2RE. Voici la cotation du parallélépipède. Et donc maintenant, on peut partir, donner la forme de la matrice d'inertie du parallélépipède au point GP. Plutôt au point GP, voilà. GP du corps P égale à... Bon, matrice diagonale, on en a parlé, puisque nous avons trois plans de symétrie. Vous pouvez retrouver les éléments de la matrice d'inertie depuis l'annexe. Donc vous mettez la masse sur 12 en facteur. Et en utilisant les côtes L, 2R, 2RE, vous allez pouvoir retrouver cette matrice. Donc si on est sur le premier, bon, on ne prendra pas la côte par rapport à X, L. On va prendre uniquement la côte par rapport à Y et Z. Et on les met au carré. Une somme au carré 2R au carré plus 2RE au carré. Voilà. Si on est sur Y, moment d'inertie par rapport à GPY, on ne prend pas la côte par rapport à Y, c'est-à-dire on ne prend pas 2RE, on prendra les côtes par rapport à X et Z. Voilà, X et Z, c'est-à-dire L et 2R. Voilà, 2R au carré plus L au carré. Et pour le dernier moment d'inertie par rapport à GPZ,
on va pas prendre la cote par rapport à Z, on prendra la cote par rapport à X et Y, c'est-à-dire L et 2RE. Donc c'est L au carré plus 2RE au carré dans la base X, Y et Z. Voilà. Alors ce qui nous intéresse dans cette matrice, c'est le moment d'inertie par rapport à G, P, Y. Donc le moment d'inertie par rapport au Y, l'axe de rotation du radar, c'est le moment d'inertie par rapport à GPY du parallélépipède, plus, on va encore appliquer Huygens pour le deuxième terme, donc on s'intéresse à ce terme-là, bien sûr, sans oublier MP sur 12, voilà, plus la masse MP, et même histoire, vous allez mettre une somme au carré qui dépend des composantes de la première et la dernière composante du vecteur OGP. Donc vous écrivez OGP. Quand vous n'avez pas besoin de la deuxième, donc on va mettre tiret sur la deuxième, on n'en a pas besoin. Et on cherche uniquement la première et la dernière. Encore une fois, le GP est porté par OY, c'est-à-dire que ces deux côtes sont nulles. Les coordonnées par rapport à X et Z sont nulles, donc vous n'avez pas ajouté quelque chose par rapport à Huygens. Et donc IPOY est égal à IP GPY. Donc c'est MP sur 12, 4R carré plus L au carré. Voilà. Donc à la fin, on vous dit déterminer le moment d'inertie de l'ensemble, c'est-à-dire de tout le radar pour pouvoir dimensionner l'actionneur qui doit le faire tourner. Et c'est donc la somme de tous les moments d'inertie qu'on a calculé. Donc le moment d'inertie du cylindre C1 par rapport au Y, remarquez, il est égal à celui du cylindre C2. On peut mettre juste le premier fois 2 plus le moment d'inertie du cylindre C3 par rapport au Y plus le moment d'inertie du cylindre du parallélépipède au point O par rapport au Y du parallélépipède P. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.